Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine dans Dautré. Dans un premier temps, nous allons vous parler des conseils municipaux. Le premier, ce sera celui de Berthierville, où nous entendrons les commentaires d'une citoyenne concernant la vitesse sur la rue Frontenac et la réponse de M. Dominique Perrault à ce sujet, M. Perrault, maire de Berthierville, qui lui mentionne, entre autres, que la rue Frontenac va devenir quand même un pôle très important pour le développement de la ville de Berthierville et que c'est sûr qu'éventuellement, on espère que la circulation sera plus importante parce qu'il va y avoir plus de gens qui vont venir accéder au centre-ville. La même problématique, on parle de Lanoraie maintenant, une autre problématique, pas une autre problématique, mais une autre situation. Donc, un échange, on pourrait dire, de terrain, de produits sur le terrain pour permettre à Trussard de pouvoir s'agrandir et par le fait même aussi permettre à Express Mont-d'Or d'avoir des terrains, d'avoir accès à un meilleur sol là, pour des agrandissements. Au niveau de Saint-Cuthbert, c'est aussi la problématique de la vitesse dans les rangs et la municipalité a acheté des panneaux pour inviter les gens à comprendre qu'il y a un partage de la route qui doit être fait entre les agricultures et les piétons et ainsi que les véhicules routiers. Donc, c'est une intervention encore d'une citoyenne par rapport à la municipalité de Saint-Cuthbert. Nous vous parlons maintenant avec l'été, c'est toujours un peu, on pourrait dire, la période des événements culturels. Vous avez le Festival Lanaudière, donc une entrevue intéressante avec Renaud Loranger qui parle des activités de la fin de semaine. Nous avons aussi M. Tremblay, qui est directeur artistique et pédagogique de l'Orchestre de la francophonie. Donc, encore là, un orchestre qui réunit des jeunes durant toute la période estivale pour leur permettre d'acquérir de la formation musicale. Et la Chapelle des Cuthbert qui a ouvert sa saison le 1er juillet dernier et qui nous parle de la programmation. Donc, vraiment une belle émission encore à écouter et on vous rappelle que nous avons notre bulletin de nouvelles quotidien du lundi au jeudi en présentation à 18h et en reprise le lendemain à 12h30 qui vous parle de toutes les informations sur la région de Berthierville. Sur ce, bonne écoute. La pétition... Éternel, ça veut dire que là, ça ne sera jamais fini. C'est ça, parce que... Parce qu'au moment où on se préparer. Alors, pour faire un bref résumé, oui. On a fait signer une pétition l'été dernier par 115 personnes qui demandaient des mesures d'apaisement de la circulation sur la rue de Frontenac. On l'a déposé suite à votre élection au mois de novembre. On est venu à presque toutes les séances du conseil municipal et aujourd'hui, on n'a pas encore de résultats concrets de ces demandes-là. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez donné un délai, puis ça, pas un délai, mais vous avez donné, disons, des dates, puis ça, c'est quand même intéressant. La pétition a été faite l'année dernière, elle a été déposée en novembre, début décembre, novembre. On peut dire que cet l'hiver, c'est pas là que tu changes de signalisation, tu mets pas d'eau d'âne, tu mets pas de panneau, tu n'installes pas d'arrêt-stop. On aurait pu changer la réglementation. Ce qu'on a fait depuis ce temps-là, premièrement, Mme Dubois, il y a des panneaux solaires qui ont été commandés. Présentement, on a cette semaine décidé, on a fait l'analyse un peu, M. Darvaux, Mme Lebrun, nous ont soumis des propositions pour les panneaux. Et si je ne me trompe pas, Mme Dubois, vous me corrigerez, là, mais il va y en avoir un installé près de la rue Sainte-Foy sur Frontenac, parce que cette intersection-là est quand même une intersection qui me préoccupe beaucoup. Il y a la Villa Berthier, la rue Sainte-Foy, la rue Frontenac, il y a la Marina, les autos qui reculent, les gens qui traversent. Puis, pendant la campagne électorale, au pavillon Berthier, on m'a dit que les gens avaient peur de traverser la rue pour aller dans le parc Bellevue. Donc déjà, il y a un panneau qui va être installé là. Il y en a un deuxième. Un panneau piéton. Traverse piéton. Oui, mais il y a quand même pas loin un panneau de signalisation de vitesse. Vis-à-vis de l'église. Juste un petit peu avant la pharmacie,
en direction ouest, avant la pharmacie, il va y avoir un panneau solaire qui va afficher la vitesse. Il va y avoir à ce moment-là, sur ce coin-là, on attend le résultat d'une firme qui l'analyse le rapport, qui va nous proposer comment aménager la traverse et la signalisation pour piétons. Alors déjà là, ça fait comme deux éléments qui, je crois, ceux qui s'en vont en direction ouest, même ceux qui s'en vont en direction est, vont avoir de la signalisation, vont voir ce qui a été tracé comme traverse piétonnière. Il y a le panneau de signalisation de la vitesse dans un sens. Donc déjà, c'est déjà un bon début. Ensuite, pas plus tard que tantôt, on a eu encore des recommandations de Mme Lebrun et M. Darvaux. On va étudier ça, mais là, on parle de... à ce moment-là, on parlerait... Parce que poser un panneau de signalisation de la vitesse, mettons un détecteur de vitesse, ça ne demande pas grand-chose. On l'installe, puis c'est tout. Un radar. Par contre, là, on a eu la recommandation de baisser, de mettre la limite de vitesse à 30 km/h. Donc, nous allons... Ça c'est un changement de règlement. Donc là, on parle de dépôt et ainsi de suite. Donc, ça va prendre quelques mois. On va probablement statuer là-dessus le prochain mois. Je pense que tout le monde est un petit peu conscient qu'il faut baisser la vitesse. Donc, ça, c'est dans les prochains mois. Sur la là, il va y avoir des L. Oui. Il va y avoir des L, puis on va le dire. Puis on va vous le dire, puis ça va partir d'où? Probablement, là, c'est ce qu'on analysait, là, c'est toute la rue Frontenac, mais à partir de la pointe, où il y a, mettons, en direction est, tu passes devant les Moniales, il y a la pointe, là. Tu continues à gauche par Montcalm, bon, à partir de Frontenac, de cette pointe-là, jusqu'au pont. Fait que jusqu'au pont des îles, de Bienville. Fait que je pense qu'en 6 mois, si je peux le dire, du nouveau conseil, je pense qu'en 6 mois, de toutes ces petites mesures d'apaisement-là, on n'a pas fait une mesure d'apaisement, autant de mesures d'apaisement sur les autres secteurs de la ville. Il y a de Bienville qu'on va mettre, on a analysé, on va mettre des panneaux. De la barrière, du contrôle de la mise à l'eau cette année, ça ne se réalise pas. Ça amène quand même un flot plus important. Oui, mais là, il y a une chose, Mme Tellier, Berthierville, c'est aussi, je m'excuse de vous dire ça comme ça, mais moi, on ne veut pas que Berthier soit un dortoir non plus, là. On veut que Berthier vive, on veut que le centre-ville revive. Je vous le dis, dans les prochaines années, avec le projet du parc, la renaissance du centre-ville, je suis obligé de vous dire, attendez-vous qu'il y ait de la circulation. Il va y en avoir. On ne veut pas que les gens aillent vite, mais on ne veut pas les empêcher de venir. On ne veut pas leur mettre des bâtons dans les roues. Vous savez, il y a plein de gens qui ont besoin. Tu sais, Berthier, de la façon que c'est fait, avec les one-way, il faut tout repenser ça. Mais il ne faut pas dire, quand tu dis, ben, je n'irai pas à Berthier, il faut que je fasse 18 détours, puis que je... Tu sais, faut aussi penser développement économique, il faut penser à la marina, il faut donner accès. On voudrait bien là, éliminer complètement les bateaux. Hein? On voudrait des paddleboards, des canots, des kayaks, mais à un moment donné, il y a aussi le côté économique. Le vieux Berthier, ça fait longtemps. Là. Moi, juste vous dire qu'il y a 20 ans, Mme Tellier, il y a 20 ans, il y avait 4 restaurants qui fonctionnaient à plein dans le centre-ville. Puis, il y en avait de la circulation. 2 cinémas, mon cher monsieur. Ben, il y a déjà eu 2 cinémas. Fait que la rue Frontenac, il y en a eu du passage là. On est conscient, je le dis moi-même, que c'est une superbe rue. Puis moi, je suis obligé de vous dire, Mme Tellier, que je passe là 3-4 fois par jour parce que je trouve ça tellement beau. Plutôt que prendre la rue Montcalm, je passe par la rue Frontenac. Je ne veux pas que les gens non plus soient empêchés. Je respecte la limite de vitesse beaucoup. Considérant que l'entreprise horticole connue sous le nom de Pépinière de production Trussard Limitée, si après nommée Pépinière Trussard, est propriétaire du lot 4 164 090 du cadastre du Québec sur le territoire de la municipalité de Lanoraie et que le dit lot couvre une superficie de
16,54 hectares. Considérant que Pépinière Trussard est un important producteur d'arbres, d'arbustes et de plantes et qu'ils ont besoin d'espace supplémentaire pour accroître leur production et la diversifier, considérant que le dit lot 4 164 090 du Cadastre de Québec comporte des butons de sable et des vallons qui rendent le site peu propice à l'horticulture et à l'agriculture au sens de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Considérant que pour être en mesure d'améliorer les caractéristiques agronomiques du dit lot, il faut procéder à certains travaux d'aplanissement de ces butons de sable et vallons pour une superficie d'environ 9,31 hectares. Considérant que, pour accéder à la zone d'extraction du sable, un chemin d'accès d'une superficie d'environ 0,69 hectares sera nécessaire sur une partie du lot 4 161 090, 5 475 281 et 5 475 282. Considérant que ce projet d'extraction de sable a déjà fait l'objet d'autorisation de la CPTAQ au dossier 410 022 et 426 048. Considérant que l'entreprise Express Mondor Incorporée, importante entreprise de transport de la région de Lanaudière, et la compagnie Gestion EDB Mondor Incorporée sont intéressés à agrandir le stationnement pour leur matériel roulant, camions, remorques, tout en érigeant des bâtiments servant à leur opération courante et visant à régulariser certaines contraventions à la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, si après nommée la LPTAA, le tout du côté ouest de la Noret, soit entre autres sur une partie du lot 4 164 460 du Cadastre de Québec, dans le cadre du dossier CPTAQ 42 70 75. Considérant que plus spécifiquement, Express Mondor, avec l'accord de gestion EDB Mondor, entend prélever le sol arable de la surface du dit lot pour une superficie de 5,9 hectares afin d'aménager le site de façon adéquate dans les buts de répondre aux normes reconnues pour ce type d'entreprise. L'épaisseur ainsi prélevée sera d'approximativement 25 cm, représentant un volume de 15 000 mètres cubes. Considérant qu'il est dans l'intention suivant une convention écrite à cet effet que Gestion EDB Mondor Incorporée transporte de son site de Lanoret vers la partie du lot de la demanderesse Pépinière Trussard, soit le lot 4 164 090, une quantité approximative de 12 500 m3 de sol arable. Considérant qu'en contrepartie, Express Mondor Incorporée et Gestion EDB Mondor Incorporée prélèveront 12 500 m3 de sable pour transporter le tout sur son site d'agrandissement de façon à aménager des andins sur tout le pourtour de l'extension de son aire de stationnement et d'opération pour une hauteur de 3 mètres, une largeur de 13 mètres et une longueur d'environ 750 mètres, et s'ajoutant à cela, y déposer par-dessus ces talus de 2500 m3 de sol arable, restant de façon à favoriser la plantation d'arbres ou d'ensemencement adéquat. Considérant que de la sorte, les possibilités d'utilisation à des fins agricoles et horticulture du lot 4 164 090 seront significativement améliorées par l'apport de sol arable. Considérant qu'Express Mondor Incorporée et Gestion EDB Mondor Incorporée procéderont à l'extraction de sable, soit 12 500 m3 selon l'entente, à même le site de Pépinière Trussard, et déposeront le sol arable en des points précis de façon à permettre la mise en valeur et à des fins agricoles et horticoles du site ainsi amélioré.
Considérant que cette façon de faire permettra une compensation des superficies agricoles qu'Express Mondor Incorporé et Gestion EDB Mondor Incorporé veulent utiliser à des fins commerciales tout en favorisant le développement de pépinières Trussard sur le dit lot 4 164 090. Considérant que les entreprises concernées désirent faire en sorte que les dossiers de demande d'autorisation respectifs soient joints afin d'en arriver à une synergie optimale pour compenser la superficie perdue en culture par une superficie à être mise en valeur à des fins agricoles et horticoles, le tout devant être supervisé par un agronome compétent en la matière et être complété dans les 2 ans de la date des autorisations sollicitées. Considérant le faible potentiel agricole du lot visé, appartenant désormais à Pépinière Trussard, considérant que dans l'état actuel des choses, les possibilités d'utilisation à des fins agricoles pour la pratique de l'horticulture et de la culture du lot 4 164 090 sont très faibles, considérant l'absence de conséquences du fait de l'autorisation recherchée sur le développement des activités agricoles et horticoles, mais à ce contraire, une amélioration des capacités de production de pépinières Trussard, considérant l'absence de contraintes et les effets découlant de l'autorisation recherchée à la lumière des lois et règlements, notamment en matière d'environnement, considérant l'absence de disposition et de disponibilité de d'autres emplacements pouvant accommoder la demanderesse pépinière Trussard, considérant que l'homogénéité de la communauté et des exploitations agricoles ne sera en rien perturbée, mais plutôt renforcée, considérant que la ressource sol sera préservée par compensation et conservée sur la superficie à être l'objet de l'autorisation recherchée dans l'un et l'autre des dossiers. Considérant que Pépinière Trussard n'a aucune autre façon d'agrandir le site de son exploitation horticole et agricole. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de recommander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec de permettre l'extraction de sable à des fins d'amélioration du potentiel et des possibilités agricoles sur une certaine partie du lot 4 164 090 du cadastre du Québec, tel que déjà autorisé par la CPTAQ au dossier 410022 et 426048 et de permettre le transport d'un volume de 12 500 m3 de sol arable provenant du lot 4 164 460 sur le lot 4 164 090 en échange d'un volume équivalent de sable provenant de ce lot pour être transporté sur le lot 4 164 460. Merci de votre attention. Donc, tout ça pour dire que d'un côté et de l'autre, ils vont partager du sable et du sol arable. Période de questions. Première période de questions. Est-ce qu'on a des questions? Oui? Bonjour. Bonsoir. Peut-être, faut-tu aller au micro? Oui, s'il vous plaît. Allez au micro, vous nommez, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. En fait, je ne sais pas si vous aviez l'intention d'en parler ce soir, mais c'est concernant les pancartes. J'ai vu 2 pancartes concernant la vigilance qui est demandée parce qu'on est en terrain agricole. Est-ce que c'est quelque chose de la municipalité ou c'est du ministère? Ou est-ce que vous êtes C'est, donc, on regarde le côté sécurité de la routière. On voulait toucher aussi le milieu agricole. On est une municipalité agricole. Fait qu'on a regardé ce qui se faisait. Puis le ministère avait des pancartes qui correspondaient à nos attentes. Fait qu'on a acheté des pancartes. On a installé, je pense qu'on a 4 pancartes à installer. Il en reste une, je pense, à installer. Il en reste une installée. On veut que de la courtoisie sur les routes envers nos agriculteurs. Puis que le monde se rende compte qu'à Saint-Cuthbert, c'est une municipalité agricole aussi. OK.
j'ai trouvé que celle qui était, qu'on rentre, mettons qu'on vient par Berthier, puis qu'on se dirige vers Sainte-Cuthbert, j'ai trouvé qu'elle était à la fourche, elle était super visible. Par contre, je questionne vraiment la position parce que c'est une super initiative. Ça ne règle pas le problème d'excès de vitesse, par exemple. Non. Hein? On s'entend. Un ne devrait pas empêcher l'autre. Mais celle qui est sur le rang York, je veux dire, elle est décorative si on regarde par là. OK. C'est vraiment pas disons un que bon spot. c'est des essais qu'on fait, puis on changera au besoin. C'est ça, parce que tant qu'avoir quelque chose comme ça, puis si j'avais une suggestion, ça serait plutôt quand on arrive, mettons, de Saint-Cuthbert, justement, du village, quand il y a le chemin Joli, puis quand il y a le rang York, puis après la fameuse courbe, là, c'est là que, normalement, le monde devrait ralentir parce qu'on commence à être en terrain agricole et c'est là que, malheureusement, le monde, il trouve que l'asphalte est belle puis ils vont très vite puis ils ralentissent pas du tout vis-à-vis l'entrée du village. Alors que là, elle est comme à la fourche pour la montée Saint-Jean. C'est ça, là. On se demande pourquoi elle est là, en fait. J'imagine qu'il y a des enjeux au niveau de... Ça peut pas être sur des terrains privés. J'imagine qu'il faut trouver des lieux, mais Disons qu'on ciblait les entrées au village. Les entrées du côté de Saint-Edmond, c'était pas mal forestier, fait qu'on l'a plus bas un peu qu'on l'a mis. Du côté de Saint-Barthélemy, on voulait une pancarte. L'endroit, on peut changer de place, là, on va voir. C'est ça, parce que là, en tout cas, moi, j'ai fait « Ah, OK ». Mais vraiment, il faut vraiment... En tout cas, elle pourrait être un meilleur endroit si on veut que ça soit efficace. Puis j'espère que ça n'empêchera pas de combattre la vitesse, parce que c'est vraiment l'enjeu primordial. On est là-dessus aussi. Super. Les pancartes sont toutes commandées. Excellent. Excellent. C'est long, mais c'est des fois des choses hors de notre contrôle. Oui, c'est ça. Moi, j'ai encore appelé la policier. Ils sont jamais venus. Ils viennent juste pas, là. Fait que... Puis c'est pas juste les autos, là. C'est les camions, là. Des gros camions qui chargent, qui viennent faire des travaux, genre sur le rang de la Chicot, là. Puis ils vont vraiment très, très vite. C'est hallucinant. OK. Mais vous appelez la police? Oui, la sûreté. La sûreté, mais je veux dire, ils viennent juste pas, là. Okay, fait qu'il n'y a pas de suivi de fait du côté de la sûreté, malheureusement. Parfait, merci. D'autres questions, commentaires? Donc, il y a eu des questions tantôt sur la vitesse, là. On est là-dessus. Nos radars vont se faire installer sous peu. On a commencé à installer pour la sécurité des trottoirs piétonniers, là, en peinture. Chez Femme Beauvais, Femme Saint-Vincent, on attend des pancartes piétonnières. On attend des pancartes pour la vitesse. Fait que ça suit son cours. Bonjour Renaud. Bonjour Daniel. Ça va bien? Ça va très bien. On a passé à travers la première fin de semaine dans beauté et tout du festival, mais c'est pas terminé, là. On parle encore de 5 grandes fins de semaine et on est rendu à la semaine 2. Est-ce que tu peux nous parler à quoi qu'on doit s'attendre pour la semaine 2? Tout à fait. Alors, le festival bat son plein, vraiment. C'est un festival qui se décline cette année sur 6 semaines, une semaine de plus qu'à l'habitude. Donc, vraiment, c'est une saison de très grande ampleur. Et là, on retrouve le samedi 9 juillet à l'amphithéâtre des habitués du festival, tout azimut, les Violons du Roi, bien sûr. J'ai envie de dire comme à chaque année. Mais pour la première fois depuis 2017, donc depuis 5 ans, sous la direction de leur fondateur, Bernard Labadie. C'est ça, je m'en allais dire, c'était M. Labadie. Bernard est habitué, évidemment, aussi, est un habitué, un grand ami du festival depuis plusieurs années, mais ça faisait un bon moment qu'il n'était plus venu nous voir. C'est une belle retrouvaille. C'est des grandes retrouvailles, et c'est la première fois, donc on parle d'un programme tout Mozart, et c'est la première fois que nos 2 pianistes québécois, Marc-André Hamelin et Charles-Richard Hamelin, vont travailler ensemble. Ça, c'est aussi un petit peu la magie du festival, créer des rencontres, des possibilités qui autrement n'existeraient pas. Et chose importante, enfin cosmétique, mais importante quand même pour le public, les 2 n'ont aucun lien de parenté, même s'ils partagent un nom de famille. Charles est originaire de Joliette. Il est même né
le jour de l'inauguration de l'amphithéâtre, Oui. le 17 juillet 1989. C'est tout dire, oui. Il est certainement, je ne veux même pas parler d'espoir, c'est un des plus beaux musiciens à émerger du Québec, du Canada dans les dernières années. Marc-André Hamelin, on ne le présente plus. Marc-André, peut-être le pianiste canadien le plus important aujourd'hui à travers le monde. Il vient nous voir tous les étés, mais encore une fois, là, dans un contexte un peu particulier, avec Bernard et les violons et son jeune collègue, Charles-Richard Hamelin. Encore une fois, donc tout Mozart, les deux jouent d'abord sans orchestre une sonate pour 2 pianos de Mozart. Je veux dire, la sonate pour 2 pianos de Mozart. Ensuite, le concerto pour 2 pianos, toujours de Mozart, avec les violons. Et la soirée se termine par l'exécution de la symphonie Jupiter, toujours de Mozart, une des plus belles, des plus connues, des plus aimées. Donc ça, c'est un très grand moment, là, déjà un temps fort de la saison au début du festival. C'est ça. Est-ce que... Je ne vais pas dire de compétition, mais il doit y avoir quand même un petit challenge, les deux, à jouer du Mozart en même temps, les deux, parce qu'il faut avoir une certaine virtuosité. Absolument. Il n'a pas fait ça facile, Mozart. Non, pas du tout. Des fois, ça a l'air facile, mais c'est pas facile. Comme disait un grand pianiste du passé, Arthur Schnabel, les pianistes aiment le citer là-dessus. Schnabel disait « Mozart est trop facile pour les enfants, mais trop difficile pour les adultes. » C'est quelque chose, de jouer du Mozart. C'est merveilleux, ça, oui. Quand on prend conscience vraiment de toute la complexité, de toute la profondeur, on se dit « Ouf! » Mais là, tu as parfaitement raison là-dessus, mais c'est ça qui est passionnant. C'est que les deux se connaissent, les deux s'admirent. Charles est un grand fan de Marc-André, évidemment, illustre prédécesseur. Et donc, de les faire se rencontrer vraiment autour d'un répertoire, de provoquer un peu le travail en commun, l'échange d'idées, je dirais pas compétition, je dirais plutôt simplement émulation. Émulation comme ce qui arrive entre les musiciens. On échange, on s'enrichit au contact l'un de l'autre. Puis ça, je suis très fier de ça. C'est un projet vraiment 100 je ne suis pas fier spécialement parce que c'est un projet 100 québécois, mais c'est un projet 100 québécois avec des musiciens parmi les plus importants de chez nous, mais qui a quand même une petite saveur unique, là, encore une fois. Parce que ce ne sera pas quelque chose qui va se reproduire en principe. Quelque chose qui ne s'est jamais produit non plus. Si on veut en être témoin, bien, il faut être au festival cet été. Tu n'as pas le choix. Puis, tu sais, quand même, Mozart est une musique, je dirais, accessible. Je ne sais pas si tu es d'accord avec, avec moi. Je veux dire, c'est pas seulement... C'est du classique, oui, mais c'est quand même encore été, estival. Oui, je te dirais, même Mozart, c'est la définition même du classique, en fait. Quand on pense à la musique classique, sans nécessairement le savoir, on pense beaucoup ou souvent à la musique de Mozart. Si on l'entend, on ne sait pas nécessairement ce que c'est, mais on la reconnaît. C'est ça que je t'ai pas dit. Tu sais, un Beethoven, ça peut être dramatique, ça peut être noir, black, je veux dire, tu sais, là, tandis que Mozart, c'est souvent léger. Je te dis pas qu'il n'y a pas des parties, il n'y a pas des sections. Mais Mozart est très, 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 très accessible. Ça, je suis bien d'accord. D'accord avec toi. Donc, c'est un événement qui va être... C'est un grand événement. Un grand événement de plusieurs événements, parmi plusieurs événements pendant l'été. Mais celui-là... Voilà, c'est un temps fort, vraiment, là, le 9 juillet. OK. Par la suite, on parle de... Bien, le dimanche 10, c'est un autre retour d'une autre nature. On est sur un autre registre, mais c'est aussi en soi un concert important avec des artistes canadiens importants. On parle du groupe Canadian Brass, oui, bien entendu. Célébrissime quintette de cuivre, instruments avant, les cuivres. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Canadian Brass, j'ai peine à y croire moi-même. C'est le quintet à cuivre le plus important au monde, le plus connu au monde. Il tourne depuis 50 ans, depuis plus de 50 ans. En fait, on les avait invités en 2020. On s'apprêtait à célébrer leur 50e anniversaire avec eux. Comme pour autre chose, j'ai dit, c'est pas grave au fond, même si on est en 2022, on va faire comme si c'était le 50e anniversaire parce qu'on n'a pas été capable de célébrer il y a 2 ans. Bon.
Et ces gens-là sont extrêmement connus partout à travers le monde. Ils se sont déjà produits ici au festival, mais figure-toi, en 1995. Ça fait 27 ans. Donc ça, c'est vraiment là... les gens se souviendront peut-être de l'espèce de tradition des dimanches après-midi au festival, comme il y en avait dans les années 90, même au tournant des années 2000. Des concerts vraiment plus légers, de la musique amusante, toujours avec un lien, on va dire, avec le classique. Oui. Mais dans ce cas-là, des arrangements pour quintette de cuivre, un peu de jazz, un peu, il paraît même peut-être qu'on aurait une ou deux chansons des Beatles, par exemple. Bon. Mais c'est parce que ce quintette-là, et je pense que c'est peut-être le ça. Il y a une polyvalence et c'est des instruments, je veux dire, pas faciles à jouer. Non! Faut quand même... Ça demande énormément de virtuosité, de contrôle. Hein? Ça, c'est toute une histoire. C'est des athlètes, ces gens-là, vraiment. C'est ça. Pour jouer le saxophone, trompette, etc. Tout à fait. Et tu rencontres très rarement ce genre de combinaison-là. Ce genre de combinaison-là. Ils vont faire des pièces, comme tu dis, autant classiques, autant populaires. Oui, c'est ça, un peu plus populaire. Mais quand même, c'est quelque chose que tu ne vois pas. Non. Tu sais, je veux dire, un quatuor de violon, un quatuor dans les cordes, mais voir des vents interprétés comme ça, moi, je trouve ça... Puis ce sont des sonorités qui sont très belles, qui sont très chaudes, j'ai envie de dire, très chaleureuses. Puis c'est ça, il y a vraiment dans ce projet-là... Je dis, on dit qu'on aurait des chansons des Beatles, c'est parce qu'on s'est mis d'accord sur un certain nombre de morceaux, mais à leur demande, on a laissé aussi le champ libre. C'est-à-dire qu'il va y avoir des morceaux qui vont simplement annoncer depuis la scène. Et là, je pense que ça va vraiment recouvrir un peu la partie plus populaire du programme. Mais là, ça me pose une question. Ça m'amène une question. Une autre question. Une autre question, oui. Dans le fond, est-ce que c'est toi qui proposes le programme à tous les artistes? Tu dis, moi, je connais votre répertoire, j'aimerais que tu viennes jouer ça, ou de façon générale, ça dépend vraiment des situations. Ça dépend. Chaque projet est différent. Chaque projet se développe aussi différemment selon ses propres paramètres. Évidemment, moi, j'ai une idée à la base de ce qui est cohérent, de ce qui est intéressant pour le public d'ici, de ce qu'on doit avoir, puis surtout de ce qui est cohérent, si tu veux, d'une semaine à l'autre dans l'ensemble de la saison. Mais évidemment, c'est une conversation circulaire, c'est-à-dire que moi, je vais proposer quelque chose, les artistes vont dire « Ah, ben merveilleux », ou à l'inverse, dire « Ah, très bien, mais peut-être avec quelques ajustements, que dirais-tu de X ou Y ou Z ». Des fois, c'est un petit peu différent. Quand on parle de groupes qui sont en tournée, là, ça contredit ce que je vais vous raconter sur la suite du festival, parce que c'est pas comme ça, mais de temps en temps, il y a des groupes qui sont en tournée, qui disent simplement, bon, ben à l'été 2022, 23, 24, on est en tournée en Amérique du Nord. Ce qu'on a proposé, c'est ça. On propose ce programme, ou peut-être deux programmes, mais sans qu'il y ait beaucoup de flexibilité. Ça, c'est une décision artistique aussi de la part des groupes. Puis là, nous, on voit un peu, est-ce que ça nous convient, oui, non, sous quelles conditions. Mais, comment dire, l'impulsion première, elle vient toujours d'ici. Ah, c'est bien. Non, mais ça... Oui. Je trouve ça bien. Ouais. Après, c'est ça. Chaque projet se développe selon ses propres paramètres. Puis moi, j'essaye de toujours garder là, une espèce de cohérence pour les gens d'ici. Puis surtout, ça, c'est important, c'est que je le fais pas pour mon propre plaisir. Évidemment, les gens qu'on va entendre cet été, je les connais, je les aime, je trouve qu'ils sont intéressants, je trouve qu'ils sont importants. Bon, mais je le fais avant tout avec en tête la réception qu'ils vont probablement avoir auprès du public. Là, mais c'est un bel exercice. Mais c'est bien. Donc, on parle de nos Canadiennes Brasses le dimanche après-midi. Dimanche après-midi, 10 juillet, tout à fait. Et ce qui conclut là, donc cette grande belle fin de semaine. Et on commence à parler encore dans les églises. Là, grosse semaine dans les églises, évidemment. Les gens sont probablement au courant, mais ça vaut la peine d'en parler un peu encore. Pendant la semaine, on n'est pas ici à l'amphithéâtre. On est un peu partout dans la Naudière,
historiquement, là, ça s'est fait comme ça au festival, dans les belles églises historiques de la région, qui sont toutes sélectionnées finalement pour leur qualité acoustique. Hein. Puis ça, c'est une expérience merveilleuse. On parlait d'Inon Barnatan plus tôt. Là, on va parler de la deuxième semaine avec des grosses pointures, des grands artistes qui vont se produire en église. C'est quand même une expérience très différente de celle d'être à l'amphithéâtre, mais qui est très, très unique aussi à sa manière d'aller, que ce soit là, cette année à Repentigny, à Saint-Jean-de-Matin, à Saint-Alphonse, à Saint-Ambroise, j'en passe, et des meilleurs. Dans ces belles églises-là, de s'asseoir. Puis ce sont des endroits, les églises sont petites. Hein? Oui. La plupart du temps, on est sur 300, 400 personnes grand maximum, des fois un peu moins. De s'asseoir dans cette intimité-là, puis d'entendre certains des plus grands artistes de la planète, au fond, là, dans un contexte très particulier. Puis ça, je pense que c'est la marque de fabrique du festival aussi, sans formalité. Oui. Tu sais, sans trop de chichi, sans stress, sans... quand on est à l'amphithéâtre ici, là, on est confortable, c'est ça. On s'habille comme on veut. Il y a vraiment pas... Les gens disent encore des fois, « Ah, mais les concerts classiques, c'est un peu... » C'est guindé. C'est guindé. C'est ça, on avait le même mot, oui. Certainement pas. En tous les cas, pas ici. Pas ici. Puis dans nos églises non plus. Donc, 12 juillet, on retrouve quelqu'un dont on a parlé et qu'on connaît très bien, Charles-Richard Hamelin, notre pianiste lanaudois, j'ai envie de dire, par excellence. Donc, même chose. Charles est un fidèle du festival, mais le festival, lui, est fidèle aussi. C'est une très, très belle relation d'amitié, de collaboration, de collégialité. Donc, Charles est à l'amphithéâtre le 9 juillet, mais il sera aussi en récital, solo, le 12 juillet. C'est à l'église de l'Assomption, donc sur la rivière, là, puis pas très loin de Montréal, dans la belle église de l'Assomption. Donc pour un récital, et là, Charles nous propose, j'allais dire évidemment, parce que ça va presque de soi, du Chopin. On se souviendra que Charles a remporté la médaille d'argent au concours Chopin à Varsovie en 2015. Des pièces de Chopin, mais aussi des pièces de Ravel, Maurice Ravel, le grand compositeur français, qu'il commence à interpréter. Tranquillement, ce sont vraiment des ajouts à son répertoire. Et c'est la première fois qu'il va les jouer en tout cas ici, dans le cadre du festival. Ça, c'est vraiment incontournable aussi, ce récital de Charles-Richard Hamelin, puis la combinaison Chopin-Ravel. Avec Charles, on est souvent, quand on discute des programmes de récital, on est souvent dans cette combinaison-là. On se dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire de Chopin? Puis avec quoi on pourrait combiner ça? Qu'est-ce qui serait une bonne combinaison? Donc là, Chopin-Ravel, c'est un mariage inusité pour lui, en tout cas. Puis je me réjouis, je pense que tu t'en rends compte. Là. Je me réjouis d'avance de... Non, mais c'est correct, mais c'est bien parce que je trouve qu'on apprend. Tu nous présentes aussi le cheminement. C'est ça qui est important parce que les gens, tu regardes, je vais dire tu regardes le programme, je ne voulais pas dire le line-up. Non. Je veux dire, tu regardes le programme, puis d'où vient cette inspiration-là? Voilà. C'est ça qui est important aussi, parce qu'il y a quelque chose, il y a une réflexion, que ce que je comprends, l'artiste te propose, mais toi, tu jongles avec ça et tu dis, allons-y. Dans le cas de Charles, c'est souvent, il me dit, ah oui, mais peut-être qu'on pourrait faire autre chose que du Chopin. Puis finalement, je dis toujours, oui, mais en même temps, c'est presque incontournable. Ça ne sera peut-être pas incontournable pour nous ensemble, pour toujours. Mais je pense qu'aujourd'hui encore, dans le cadre du festival, pour lui, ça a un petit côté presque incontournable. Et je suis très heureux, au fond, qu'on ait aussi toute cette deuxième partie Ravel, intégrale du tombeau de Couperin, Pavane pour une infante défunte, etc. Très, très beau morceau de Ravel. Parce que justement, ça élargit un peu le champ d'exploration. Oui, c'est ça. Voilà. La maturité peut-être aussi de l'artiste aussi. Exactement, oui. Puis je pense que ça participe aussi. Pour moi, le festival, puis un festival, c'est tout ça. C'est aussi la possibilité pour les artistes d'essayer des choses, de faire des choses qu'ils n'ont pas encore faites ou qui les tentent, mais ils n'ont peut-être pas eu encore l'occasion vraiment de se confronter à certains répertoires. Mais voilà, ça, ils peuvent le faire chez nous. Donc ça, c'est le 12 juillet à l'Assomption. Et là, vraiment, je pense qu'on va de temps fort en temps fort, de point focal en point focal. Mais là, ça, c'est vraiment important
13 et 14 juillet, intégrale des suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Donc vraiment, les morceaux qui sont parmi les plus beaux jamais écrits. Le premier mouvement de la première suite de Bach, là, tout le monde le connaît. Oui, mais c'est ça, mais c'est des incontournables. C'est des incontournables. Tu l'apprends la musique, tu apprends ça. Et là encore, un projet vraiment festivalier, non pas une suite ou 2 ou 3, mais les 6 déclinés sur 2 soirées. Ça ferait beaucoup en une seule soirée aussi pour la violoncelliste. Oui. Donc, c'est les 13 et 14 juillet dans les églises de Saint-Alphonse et de Saint-Sulpice. Donc, on est un peu nord, c'est ça, j'allais dire, nord de la Naudière, sud de la Naudière. J'insiste vraiment là-dessus. Si les gens me disent souvent quel est votre projet, votre programme préféré, j'ai toujours beaucoup de difficultés mais ce que je peux dire, c'est que j'adore aller à l'église de Saint-Alphonse. Oui, c'est ça, oui. J'adore aller à l'église de Saint-Sulpice. Ce sont des beaux endroits. Donc, c'est avec la violoncelliste américaine Alyssa Wallerstein, qui est aussi, en fait, pour elle aussi, c'est un retour au festival. Elle aussi, pour la première fois depuis une grosse dizaine d'années, elle fait une carrière absolument extraordinaire partout à travers le monde. C'est une des grandes violoncellistes de la planète en ce moment. Accessoirement, c'est une anecdote, mais on peut le dire parce que ça fait partie, comment dire, de l'aventure. C'est aussi l'épouse de Raphaël Paillari. OK. Donc, ils passent un peu une partie de l'été avec nous, en famille, avec leurs 2 filles. Mais donc, voilà, de pouvoir entendre Alyssa Wallerstein, de pouvoir l'entendre dans ce répertoire-là, l'intégrale des suites pour violoncelle de Bach, franchement, ça, c'est vraiment un sommet. 13 et 14 juillet à Saint-Sulpice et à Saint-Alphonse, là, parce qu'on essaie justement aussi de se déplacer, oui, c'est ça, de couvrir un peu le territoire. Ça, c'est vraiment à ne pas manquer. C'est vraiment bien. Et c'est pas nécessairement un marathon, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut, qu'il faut quand même les interpréter parce qu'on parle vraiment de style, tu sais, que ça reste du Bach, mais c'est du Bach. Il y a quand même une complexité. On se plonge, marathon un peu quand même. C'est-à-dire qu'on se plonge dans l'intégralité de quelque chose. Puis ça aussi, pour moi, c'est parfaitement en phase avec ce qu'un festival doit être. On propose des choses au public, des choses auxquelles ils n'ont pas nécessairement accès pendant la saison régulière de septembre à mai ou juin. Puis ça, c'est un bon exemple aussi. C'est-à-dire, oui, 2 concerts pour violoncelle seul, mais quelque chose qui, quelque part, est très fondamental, Bach, mais qui sort un peu de l'ordinaire parce que on ne joue pas toutes les suites une après l'autre en général. C'est quand même une grosse entreprise. Oui, c'est quelque chose. C'est pour ça que c'est sur 2 soirs aussi. Mais ça, vraiment, ça va être là. Écoute, je dis ça, j'en parle, je commence à me dire, mon Dieu, qu'on va donc passer un bel été. C'est ça. Donc, on va avoir passé une très belle semaine. C'est d'accord, on rappelle qu'il y a toujours des billets disponibles. Tout à fait. Quand il fait beau, on peut venir sur le gazon, comme on dit. À l'amphithéâtre, vraiment, c'est tellement agréable, ne pas hésiter. Puis pour les concerts dans les églises, même chose. Tous les détails sont sur le site web du festival, lanaudière.org. Appelez-nous, on est là, puis on va se faire un plaisir de vous guider, de vous conseiller, puis de vous accueillir chez nous cet été. Merci Renaud, on se reparle. Merci beaucoup, Daniel. Je suis en compagnie de M. Jean-Philippe Tremblay, qui est le directeur artistique et pédagogique de l'Orchestre de la francophonie. Bonjour monsieur, bienvenue nous recevoir ce matin. Vous êtes justement en pleine, on pourrait dire, résidence, hein, c'est bien ça. C'est commencé depuis quelques jours, cette résidence de l'Orchestre de la francophonie. Absolument, on a accueilli les musiciens lundi matin, puis c'est un retour en présentiel parce qu'on était en mode digital en ligne les 2 dernières années, donc c'était très intéressant de pouvoir enfin se réunir ensemble puis d'être dans la même pièce pour faire de la musique. Oui, c'est ça. L'Orchestre de la francophonie, vous me disiez, est à l'origine suite au Jeu de la francophonie qui a eu lieu il y a quelques années. Vous avez été le directeur, j'imagine, artistique lors de cet événement-là. Et par la suite, ça a été prolongé. C'était votre mandat ou votre mission a été par la suite prolongé, on pourrait dire, depuis quelques années. C'est bien ça?
Absolument. C'est né en 2001 au Jeu de la francophonie, puis rapidement on s'est aperçu qu'il y avait un besoin chez les jeunes musiciens qui terminaient l'université ou le conservatoire de vivre une expérience qui les mettrait assez proche du milieu professionnel. Le rythme de travail, le nombre de concerts, le répertoire, tout ça. Fait que c'est vraiment devenu une académie orchestrale qui est là maintenant depuis 21 saisons. OK. Il y a plusieurs pays qui sont représentés. De quelle façon les jeunes sont choisis, là, parce qu'ils doivent avoir des critères tant au niveau de l'âge et, on pourrait dire, du niveau artistique? Absolument. Nous, on vise la clientèle vraiment entre 18 et 30 ans. C'est des jeunes qui viennent un peu partout dans le monde. On a un effort particulier vers les pays de la francophonie quand on fait le recrutement, mais tout le monde est invité à auditionner. Les jeunes envoient une vidéo qu'on regarde avec les membres du jury puis qu'on évalue. Et puis, ça se fait à peu près janvier-février, puis début mars, on invite les candidats qu'on a retenus. Donc, il y a quelques centaines d'auditions à chaque année, puis on a choisi, dépendant des saisons, là, entre une trentaine ou juste aller jusqu'à 100 certaines saisons. C'est des jeunes qui viennent vraiment là, de tous les quatre coins du monde. OK. Et vous les identifiez en disant les jeunes ont du potentiel, c'est déjà des artistes qui vont être connus, qu'éventuellement on va retrouver sur les scènes internationales par la suite? Absolument. C'est des jeunes qui sont en fin d'études, soit à l'université ou au conservatoire, puis qui sont presque prêts à mettre un pied dans le monde du travail. Donc on les attrape à ce moment-là pour leur donner un petit peu une formation qui est plus, je dirais, pré-professionnelle, qui est axée vraiment sur qu'est-ce qu'ils vont vivre dans le monde qui les attend, dans le nombre de répétitions qui est moindre, plus de répertoire, plus de concerts, les tournées, tout ça. C'est un peu le mode de vie qu'on essaie de leur inculper. Et il y a un aspect social aussi que vous tenez à, on pourrait dire, pas à implanter, mais à donner à ces jeunes musiciens-là. Cette fois-ci, vous allez sur le Dr Julien, aller faire des ateliers de musicothérapie, de faire intégrer, de présenter pour, on pourrait dire, je veux dire un monde meilleur, là, mais c'est pas dit de façon péjorative, c'est d'intégrer la musique justement à une meilleure qualité de vie. Absolument, c'est un projet qui nous tient à cœur depuis plus de 10 ans maintenant, c'est-à-dire de sensibiliser nos jeunes à redonner un petit peu à leur communauté, à leur environnement. Et puis, un des aspects qu'on a développé, c'était la collaboration avec le garage de musique du Dr Julien. Puis, nos jeunes passent un petit peu de temps avec les jeunes musiciens du garage. Ça peut être aussi informel que juste aller manger avec eux, parler de musique, tout ça. Mais après ça, il y a un petit côté aussi mentorat. Et puis, ça se termine habituellement avec des petits concerts qui sont partagés entre les deux cohortes. Puis c'est très formateur pour les deux côtés. Puis nos jeunes chez nous apprécient ça chaque année aussi. Oui, c'est ça. Comment c'est reçu par les jeunes? Parce que, tu sais, je veux dire, pour avoir été musicienne moi-même, il y a une question un peu, je ne dirais pas d'élitisme, mais vous comprenez que, je veux dire, la musique classique est souvent perçue comme de la musique moins accessible, où on est quand même une tranche de la société qui participe à des choses un petit peu différentes. Et comment c'est perçu le fait d'aller justement au garage de musique, des choses comme ça? C'est toujours très bien, non seulement accepté, mais c'est aussi aimé par nos musiciens. Puis c'est ceux qui reviennent et qui l'ont déjà vécu une fois, ils pensent déjà qu'ils ont le goût de reparticiper à tout ça. Ils en sortent grandis, puis c'est sûr qu'au début, ça ne savent pas trop à quoi s'attendre parce que c'est pas quelque chose qui est habituel dans la formation de musicien. Mais c'est vraiment une belle expérience à vivre. Puis parce que les musiciens d'orchestre vont peut-être faire de l'orchestre, mais peut-être qu'ils vont choisir aussi d'aller enseigner, qu'ils vont peut-être choisir de devenir des acteurs de changement social aussi. Puis la musique leur va quand même donner une belle porte d'entrée. Mais nous, c'est vraiment pour les sensibiliser là, à redonner autour de nous puis à s'impliquer. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour qui marque deux événements. Je vais commencer par vous parler de la saison 2022, puisqu'aujourd'hui marque un mois en retard l'ouverture de la saison de la Chapelle. Parce qu'il y a eu au cours des mois d'avril, mai et juin, il y a eu des travaux fort importants qui ont été réalisés par la SODEC ici sur le site de la Chapelle. Vous avez peut-être remarqué qu'ils ont refait le bloc sanitaire. Ils ont fait des travaux extrêmement importants sur la Chapelle. Soit dit en passant, tantôt vous les avez vus pour la première fois, ils ont installé de magnifiques gouttières. C'est beau, hein? Qui vont verdir comme tout bon cuir. Et ça va être magnifique.
Ben, évidemment, je voulais vous commencer par là en vous disant que si la saison débute un mois plus tard que d'habitude, c'est à cause de ces travaux. Mais vous allez voir, on ne perd rien à attendre. Parce qu'on a une saison absolument extraordinaire, dont je vais vous parler tout de suite. Évidemment, la saison débute aujourd'hui par l'exposition Reboisement, qui est l'œuvre de Mme Chantal Ringuet, dont je vais vous parler dans quelques instants. Je vais la laisser, tantôt je vais vous en parler un tout petit peu d'exposition, mais je vais lui donner la parole ici tantôt, parce que plus j'explique un peu mieux que moi sa démarche. Ensuite, dans la suite de l'exposition, enfin en guise de clôture de l'exposition, il va y avoir le 30 juillet, une soirée consacrée à la poésie et au jazz. Des poètes qui vont vous lire des œuvres, il y a Mme Chantal Ringuet, il y a quelqu'un de la région que tout le monde connaît sans doute, Mme Louise Warren, qui va aussi venir nous lire sa poésie. Il y a aussi Catherine Clemens, je le prononce bien. Bon. Et puis, elle va être absente. Je vous avoue honnêtement qu'on m'a remis ça comme ça, puis je n'ai pas trop compris. Il y a Odile Tremblay aussi, mais elle sera absente. J'imagine que des gens vont lire sa poésie. Oui, alors c'était Mme Tremblay, donc bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Mme Tremblay a écrit un recueil de poésie qui s'intitule Le Déboisement. Alors quand j'ai pensé à l'exposition, au projet Reboisement, je me suis dit, ça va dans le même sens, alors il y a des échos. Madame Tremblay, cela dit, voulait venir, mais elle a des ennuis de santé. Elle m'avait demandé à l'avance, si elle ne pouvait pas venir, d'être tout de même incluse dans le spectacle. Voilà, alors c'est pour cette raison qu'elle est absente, mais parmi nous avec sa poésie. Merci pour les explications. Et puis la musique sera assurée par Nicolas Bédard. Ça va coûter 10 $. Les billets vont être en vente très bientôt. Ensuite, il y aura une expo le 5 août au 25 septembre. Il y aura une exposition qui s'intitule « Devenez chez nous », qui est une présentation, je le dis comme elle veut qu'on le dise, d'Iphigénie et des co-créatrices de Homing. C'est une co-création documentaire qui va être présentée ici du 5 août au 25 septembre. Ensuite, il y aura une exposition qui s'intitule « Les Somnambules ». Ce sont des œuvres d'une artiste multidisciplinaire de réputation internationale, Mme Claudia Bernal. Je n'ai pas vu le contenu de l'exposition, mais je suis allé sur son site internet et puis je peux vous dire que ça va être quelque chose. Il y aura ensuite une résidence du 10 au 14 août qui s'intitule « Au fil de la laine ». C'est une dame qui se nomme Evelyne Ménard, qui est à la fois conteuse et fileuse, et qui va être ici, et qui, tout en filant, va vous raconter des contes. Alors, ça risque d'être fort intéressant. Surtout que la région, ici, elle est riche en contes, évidemment. Hein. Vous savez, la Naudière, c'est un peu le paradis des contes et de la musique théâtre. Ensuite, il y aura, dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de Berthierville, une résidence en danse contemporaine pendant 3 jours, du 29 août au 2 septembre. Ce sont 3 danseurs, danseuses, chorégraphes, qui vont venir tenir une résidence ici et qui vont présenter un spectacle de danse contemporaine le 3 septembre. Évidemment, ça risque fort d'être à l'extérieur si la température est avec nous. La météo, c'est avec nous. C'est important de mentionner aussi que c'est réalisé en collaboration avec le pôle territoire danse et la ville de Berthierville, évidemment. Ensuite, il y aura là, la date est à préciser, mais ça va être à l'automne.
un spectacle de musique qui s'intitule « Les anses résonnantes, relief de l'invisible ». 2 musiciens qui sont déjà venus ici, Stéphane Diamant... Pourtant, je m'étais pas piqué. Diamant Takayou, Kiou et Sébastien Sauvageau, qui sont en résidence ici. Vous pouvez les rencontrer, donc, jaser avec eux, parler de leur musique, et qui vont présenter à la suite de cette résidence un spectacle. Puis, voilà, c'est la saison 2022. Comme vous pouvez le voir, comme je l'ai dit tantôt, on ne perd rien pour attendre. C'est ça, je pense, une magnifique saison, même si elle est tardive un tout petit peu, dans ce lieu magnifique qu'est la chapelle. Et aujourd'hui, c'est le vernissage de l'exposition, c'est une exposition poétique. C'est le reboisement. Je vais vous lire un petit texte qui est écrit dans le site. En passant, si vous voulez avoir des informations plus détaillées sur tout ce que je viens de dire, vous pouvez consulter le site de la Chapelle des Cuthberts sur le web et vous avez tous les renseignements concernant ce que je viens de vous dire. Alors, je vous lis ceci. La Chapelle des Cuthberts vous invite à découvrir l'univers de l'écrivaine Chantal Ringuet. Ce projet artistique de médiation culturelle en littérature présente une vision poétique du reboisement, en traitant des enjeux du patrimoine forestier et historique de la région de Berthier. Reboisement puise dans la richesse de notre héritage local, en invitant la population à collaborer à la création d'un ouvrage, et d'autre part, à l'élaboration d'un espace arborescent à l'intérieur et à l'extérieur de la chapelle. Le projet qui allie poésie, musique et patrimoine forestier est réalisé en collaboration avec l'organisme Arboria, qui est l'association forestière de la Naudière, et grâce au soutien financier de la MRC de Dautrey et d'Hydro-Québec. Alors c'est un beau projet qu'on va vous expliquer de façon plus claire peut-être tantôt. Je tiens à préciser que avant l'exposition, il y a eu des ateliers d'écriture animés par Mme Ringuet. Et je tiens à souligner une chose, j'ai participé à un de ces ateliers. Et Mme Ringuet est une animatrice d'ateliers de création poétique absolument extraordinaire. Elle anime d'une façon à la fois dynamique, inspirante. Je vais vous permettre de vous raconter ma petite histoire à moi. Je suis allé participer à un des ateliers pour une raison bien spéciale. Il y en a beaucoup qui le savent, mais je le dis. J'ai publié un recueil de poésie en 2013, mais à compter de 2015, j'étais devenu absolument incapable d'écrire suite au décès de mon fils. J'étais complètement bloqué. Et puis je tiens à le faire publiquement, à remercier Mme Ringuet qui m'a permis ce jour-là de débloquer. Elle nous a tellement bien poussés qu'il y a eu un déblocage. Et puis j'ai recommencé à écrire. Évidemment, je ne voudrais pas terminer sans remercier nos partenaires principaux pour ce qui est de la saison actuelle. Il s'agit de la MRC de Dautrey, de la ville de Berthierville, de la Caisse des jardins de Dautrey et Hydro-Québec, qui nous aident beaucoup à faire en sorte que la saison se tienne et qu'elle vous permette de voir de belles choses. En terminant, je veux quand même, tout ce que je viens de vous dire a été impossible. Sans le terrain, ça, c'est pas grave. Oh oui, c'est grave. Sans le travail de Maryse Saint-Amand, notre DG, puis je vous demandais de l'applaudir parce que sans elle, vous n'auriez pas cette belle chose.